La judaïcité, ce n'est pas qu'un mode de vie. C'est vrai que c'est un mode de vie, mais c'est surtout une identité qui relève d'une dimension métaphysique. On ne peut pas assimiler le judaïsme, la judaïté, la judaïcité, simplement un mode de vie. Est-ce que vous reconnaissez cette métaphysique quand elle n'est pas orthodoxe ? Le 1er mars dernier, la Cour suprême ici en Israël reconnaissait les conversions libérales, révolution ou actes purement symboliques. On va en parler aujourd'hui avec nos invités. Sur le plateau avec moi, Rav Seror. Vous êtes Dayan, vous êtes ici dans une communauté à Tel Aviv. Vous allez, comme on le voit, défendre le courant orthodoxe dans une guerre, une tension, on va en parler, entre les mouvements orthodoxes et libéraux ici en Israël. À ma gauche, Rémi Blum, bonjour. Vous êtes secrétaire général de la communauté Masorati à Neve Tzedek à Tel Aviv. Et puis avec nous en ligne, Valérie Stessin. Valérie Stessin, vous êtes le premier rabbin femme à avoir été ordonné en Israël en 1993. Et Jonathan Alexandre, vous êtes converti, mais alors converti orthodoxe. Je voudrais peut-être qu'on démarre avec une explication de texte rapide. Est-ce que cette reconnaissance des conversions par la Cour suprême dans un pays où, de toute façon, le rabbinat a le monopole sur tout ce qui est acte de la vie civile comme mariage, divorce, enterrement, etc. Est-ce que ça va changer dans les faits quelque chose, oui ou non ? Alors, Rémi Blum. Bon, je voudrais déjà préciser que les conversions en dehors d'Israël, les différents mouvements, depuis les libéraux jusqu'aux orthodoxes, sont reconnus selon la loi du retour. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient simplement réparer ou harmoniser quelque chose qui fait que le paradoxe était que les conversions sont possibles en dehors d'Israël dans les mouvements non orthodoxes et ultra-orthodoxes, alors qu'en Israël, elles n'étaient pas reconnues. Le problème, c'était que ça permettait en fait à des touristes de se faire convertir et de venir ici, alors que des gens qui étaient déjà impliqués dans la vie sociale israélienne, faisant l'armée, etc., étaient obligés de passer par le rabbinat pour que leur C'est-à-dire que quand on était en Israël et qu'on se convertissait de manière libérale, on n'était pas reconnu comme juif, alors que si on arrivait des États-Unis, par exemple, ça pouvait fonctionner. Par rapport à la loi du retour, tout à fait. On pouvait devenir israélien. Valérie, un mot là-dessus. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Oui, il y avait aussi quelques possibilités, mais c'était beaucoup plus compliqué. L'idée, c'est qu'en effet, ce sera beaucoup plus faisable pour des gens qui se convertissent ici par les mouvements ou Masorati ou le mouvement réformé, de pouvoir après être inscrit et reconnu recevoir donc la nationalité israélienne, mais aussi être reconnu comme juif. Et je pense que c'est important parce que c'est encore un pas vers la reconnaissance des mouvements qui... Alors, c'est ça. Il y a ce qui se passe dans les faits aujourd'hui et puis il y a tout ce que ça symbolise. Alors, dans les faits aujourd'hui, ça veut dire que des personnes qui sont converties à l'étranger par ces mouvements libéraux peuvent venir demander la nationalité israélienne et avoir écrit juif sur leur carte d'identité, sur leur papier. Ça, c'est ce qu'elle a autorisé, cette Cour suprême. Et je pense que la population qui est très concernée ici, ce sont par exemple des gens qui sont montés en Israël depuis longtemps, que ce soit des gens qui soient montés par exemple de Russie ou d'autres pays de l'Est et qui étaient par exemple mariés avec quelqu'un qui était juif ou d'un père juif mais pas de mère juive et qui pour beaucoup de raisons, entre autres parce que les processus de conversion par le rabbinat sont très non seulement difficiles, mais n'essayent pas non plus d'aider les gens à faire ce processus, qui ne se sont pas joints au peuple juif et ne se sont pas convertis jusqu'à maintenant. La conversion dans les mouvements réformés, libéraux, on dit que dans les mouvements orthodoxes, c'est très long, il faut vraiment être super motivé pour y arriver. Dans les mouvements réformés libéraux, c'est quoi ? En combien de temps à peu près ? On n'a pas besoin de devenir très religieux. Quelle est la grosse différence ? Il y a peut-être une différence de temps, bien que je ne pense pas qu'il y ait une définition dans les mouvements orthodoxes ou ultra-orthodoxes de combien de temps il faut avoir le statut de candidat. Même s'il y a des gens qui ça prend plusieurs années, je ne pense pas, ni dans ces mouvements, ni dans la tradition juive, qu'il y ait une définition d'un nombre d'années qu'il faut attendre et qu'il faut prouver qu'on est vraiment de bonne volonté. Par les mouvements réformés et Masorati ou conservateurs, en général, c'est un processus qui prend à peu près 2 ans. Je pense qu'on ne sera pas aussi pointilleux peut-être que dans le monde ultra-orthodoxe, peut-être pas aussi, peut-être qu'on reconnaîtra aussi qu'il y a un processus de développement, qu'il y a un processus naturel
l'approche intellectuelle du judaïsme dans ces mouvements-là, elle est beaucoup plus importante. Intellectuelle et spirituelle et la reconnaissance. Que la pratique même, d'accord. Et la reconnaissance aussi de l'individualité, du caractère, des idées d'une personne. Ça veut dire que la Cour suprême aujourd'hui reconnaît que quelqu'un qui a eu un mode de vie juif a le droit, en gros, d'être juif et de venir vivre ici en Israël. C'est surtout le fait d'accepter, je pense, et le fait de reconnaître au niveau de l'État d'Israël qu'il n'y a plus d'une façon d'être juif et que ce n'est pas uniquement un monopole ou une identité tout à fait unique et monolithique qui est celle reconnue par le rabbinat orthodoxe. Jonathan, Alexandre, vous êtes converti, vous avez fait la conversion, la seule pour certains, l'unique orthodoxe. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette reconnaissance par la Cour suprême qui est, pour l'instant, on l'a dit, encore symbolique, il faut encore certaines étapes pour qu'elle soit mise en place, de ces conversions libérales? D'abord, je vais vous dire, elle ne me choque pas. Okay, ça fait quand même 15 ans que la Knesset, s'ils ne font pas, donc avait été approchée pour légiférer dans ce domaine. Je crois que la Cour suprême, si j'ai bien compris, a juste décidé de, finalement, donc, sauf à derrière, de prendre une décision que la Knesset n'a jamais pu prendre. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en tant que converti, étant pas rabbin, qui suis-je pour dire qui est juif et qui n'est pas juif? Donc, je ne vais pas me rentrer dans ce débat. Je pense que la conversion orthodoxe, ce qu'elle recherche avant tout, c'est effectivement un commitment, un engagement, en fait, à suivre les mitzvot. Alors, ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est probablement l'une des raisons, à mon avis, de la décision de la Cour suprême, pour toute une série de gens, ça prend quand même très longtemps de montrer qu'ils ont l'engagement qui est vu comme nécessaire par la Rabbanout Harashi. Et du coup, il y a beaucoup de cas, notamment les Russes, qui ont été mentionnés avant par Valérie, si je peux vous appeler comme ça, donc qui en fait ont eu d'énormes difficultés et qui finalement en fait ne se convertissent pas. Et donc se retrouvent avec d'autres solutions, comme les réformistes, les conservateurs, les Masortis, qui n'étaient pas jusqu'ici donc légales en Israël et qui le sont. Moi, cette décision de la Cour suprême ne me paraît pas absurde, franchement. D'accord, donc de reconnaître le statut, en fait, presque, de juif en Israël à des gens qui sont convertis, ce qui n'empêche évidemment pas cet océan encore qui reste avec la rabbanout ici. Rémi Blum, vous pensez quoi? Vous pensez que en fait, il ne devrait plus avoir de monopole ici dans la rabbanout en Israël pour tout ce qui est acte de la vie civile? Mon point de vue, c'est que le pluralisme est important. C'est-à-dire que pour éviter qu'on ait des cas très fréquents de femmes qui vont pour la conversion et enlèvent leur robe sitôt sortie, après qu'on leur ait posé la question si elles faisaient les Taryag Mitzvot et qu'elles, bien entendu, elles ne pouvaient pas répondre non, c'était obligé de répondre oui. Et ces cas de figure-là sont tellement fréquents, j'en ai beaucoup entendu parler. Vous dites qu'il y a des gens qui font semblant d'être très très pratiquants pour réussir à obtenir une conversion orthodoxe et qui finalement le lendemain font pas grand-chose. J'ai 4 enfants qui ont fait l'armée. Et j'ai donc, à travers eux, et puis moi-même, il y en avait moins à mon époque, mais disons dans les années 90-2000, il y a eu toute cette alia venant des pays de l'Est, faisant l'armée et s'étant impliqués, et d'ailleurs même faisant des processus de conversion à l'armée, qui sont des processus de conversion mal considérés par le rabbinat, qui considère que l'armée n'a pas à les convertir, mais eux doivent le faire, ils veulent le monopole. Et donc il y a aussi des conflits par rapport à des conversions orthodoxes, mais sionistes. C'est ça, qui sont orthodoxes, mais pas reconnus par le grand rabbinat. Et le résultat, c'est que des gens vont se convertir en faisant semblant, et sont donc approuvés par le rabbinat. Et ça, j'en ai entendu beaucoup, parce qu'il y a énormément dans cette génération qui est à l'âge de mes enfants, c'est-à-dire 25-30 ans, des gens qui, étant à l'armée, ils ont côtoyé des gens qui étaient dans ces cas de figure. Donc, j'ai entendu beaucoup d'anecdotes de gens originaires des pays de l'Est qui ensuite ont fait une conversion qui n'a pas été reconnue ensuite. Voilà, c'est parce que c'était tellement obligatoire pour eux. Et en fait, les règles du rabbinat sont... Reconnu, ça veut dire que s'ils meurent demain, ils n'ont pas le droit d'être enterrés dans un cimetière juif. C'est ça Par exemple, on ne sait pas à cet âge-là poser cette question. Non, mais je crois qu'il y a eu des cas comme ça assez dramatiques. Très certainement. Absolument. Alors, Rav Seror, je me tourne vers vous. Vous êtes ici notre représentant de la communauté orthodoxe. Celui à cause de qui, pour l'instant, ce dossier traîne depuis des années. On ne peut pas uniformiser le judaïsme ici en Israël.
Vous, cette décision, elle vous choque? Pas du tout. Ah. Rentrez chez vous. Vous ne m'intéressez plus. Pas du tout. D'abord, une première chose qui est très importante par rapport à la décision de la Cour suprême, le Bagatz. Vous savez qu'il y a une Gemara dans le traité de Avodah Zarah qui nous dit Hatzibur Lomet. Hatzibur Lomet, ça veut dire que il y a en fait un processus divin qui est indépendant de notre volonté, d'abord qui est enclenché, qui consiste à rassembler tous les exilés des 4 coins du monde, comme on est en train de le vivre en ce moment, puisqu'on voit bien que proportionnellement, nous sommes officiellement 14 millions de juifs al-pi halakha dans le monde. De juifs de mer. De juifs de mer al-pi halakha. Ou convertis. Ou convertis, bien sûr. Il y a un processus, en fait, qui s'est mis en place depuis, Baruch Hashem, la création d'État d'Israël, qui consiste à réunir tous ces exilés en Israël. Et on voit que nous sommes aujourd'hui, actuellement, officiellement en Israël, 6 900 000 de juifs, alors qu'à l'étranger, il y a 7 100 000. Okay. Donc, ça veut dire que d'ici à peu près, entre un an et demi, eh bien, il y aura plus de juifs en Israël. Nous allons être la majorité en Israël. La majorité de la population juive sera en Israël et non pas à l'étranger. Donc, déjà, ça prouve qu'il y a un processus divin qui s'est mis en place, comme c'est écrit dans les prophéties, ce qu'on appelle Kibbutz Nitri Amo Israël, le rassemblement des exilés. Comment ça nous amène à notre sujet? Comment ça nous amène? Quand vous m'avez dit, est-ce que ça vous choque, la décision du tribunal de la Cour suprême? Pas du tout, parce qu'à Tzibur Lomet, ils peuvent décider, d'abord, avec tout le respect qu'on doit à la Cour suprême, elle a apparu dans l'histoire du peuple d'Israël il n'y a que 70 ans, alors que la Torah existe depuis 3300 ans. Bon, mais on va pas parler religion. Oui, je voudrais qu'on parle vie pratique. Ouais. Donc c'est très important. La Cour suprême, avec tout le respect qu'on lui doit, on est en train de faire les modifications nécessaires pour essayer de remettre en place et non pas d'arriver à ce qu'on appelle un activisme shiputi, qui se permet tout, en fait, qui a tous les droits alors qu'ils n'ont pas du tout l'autorité halachique ni rabbinique. Donc pour vous, en fait, c'est pas grave cette décision parce que c'est personne la Cour suprême. C'est mignon, ce sont déjà la Cour suprême. Il va y avoir, Bezrat Hashem, tous les partis religieux de tout le Keshet, comme vous l'avez dit, que ce soit orthodoxe, Tzionidati, tout le monde va au contraire, ça a permis quelque part de s'unifier, de se fédérer pour justement contrer encore une fois, mais c'est pas la première fois que la Cour suprême elle fait ça, donc tout va bien. Donc pour revenir au rabbinat militaire, alors en Israël, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle la loi du retour. La loi du retour, c'est quelque chose qui jusqu'à présent a été reconnu par l'État d'Israël et par le rabbinat. Le rabbinat est kafouf, il est comment on dit kafouf, j'ai oublié, il est compétent. Non, c'est-à-dire il est soumis, Chazak, il est soumis à la loi du pays, et donc jusqu'à présent ça marchait très très bien, plus ou moins bien. Il y avait tout celui qui a des antécédents, un père ou un grand-père qui était juif, eh bien il avait le droit de bénéficier à la loi du retour et de se convertir. Aujourd'hui, étant donné qu'il y a eu des écarts, eh bien apparemment, il va falloir ou bien séparer juste au niveau de la loi du retour et le domaine laïque en rapport avec la loi du retour et le domaine religieux. Faire peut-être une séparation des deux à ce niveau-là pour dire, comme les problèmes que vous avez soulevés, comme parfois il y a des personnes qui, pour devenir israéliens, ont besoin de dire qu'ils sont juifs et ils ont besoin de se convertir, donc ils vont dire, ils vont prétendre... Ça veut dire, pardon, que vous validez, vous êtes en train de nous dire, si Israël est divisé entre juifs et non-juifs, ça ne nous pose pas de problème tant que les juifs, ils sont juifs de notre point de vue, à l'Afrique à 100%. Non, pas du tout, attention. Parce qu'on est en train de creuser les crises. Non, attention. Non, nous, on est pour, mon humble avis, c'est d'ailleurs le cas du Rav Ovadia Yosef qui a validé des centaines
de conversion de l'armée, du rabbinat militaire, rappelez-vous. Ça avait fait un grand scandale et c'est à ce moment-là où Shimon Peres avait dit sur le Rav Ovadia Yosef, quand ils étaient encore vivants tous les deux, le Rav Ovadia Yosef est Mori Verabi, parce qu'il a su prendre la responsabilité sur ses épaules de valider un très grand nombre de conversions qui ont été réalisées par le rabbinat militaire, que je connais d'ailleurs, des rabbinim que je connais, qui est très sérieux. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont prétendre être juifs, ils vont déclarer vouloir devenir juifs, alors qu'au final, ce n'est que par intérêt. Pardon, j'ai pas compris. Pourquoi ces conversions militaires, pour vous, c'est plutôt bien qu'elles étaient reconnues et ces autres conversions Parce que les conversions dans le cadre du rabbinat militaire, de la Rabbanout Hatzvaït, ça vous reconnaissez? Mais c'est reconnu parce que c'est l'État, ce sont des rabbanim, des dayanim qui convertissent et il n'y a aucun problème. C'est votre avis, mais ce n'est pas l'avis de tous les orthodoxes, notamment Agudat Israël, où l'un des députés a dit que c'était une shiksa, celle qui était convertie dans l'armée, c'est-à-dire en gros une pute, quoi, pour utiliser un terme un petit peu violent. Alors là, je vous demanderai juste un petit peu, ce que je veux dire, excusez-moi Madame Valérie, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, certes, qu'il y a un problème au niveau des structures qu'il y a aujourd'hui en Israël, mais encore une fois, je vous rappelle cette anecdote avec le Rav Ovadia Yosef qui a validé les conversions de l'armée par centaines, avec le Rav Shlomo Amar qui s'en était remis à l'époque au Rav Ovadia Yosef et qui lui avait demandé son avis. Il a validé, il a été incendié peut-être par des orthodoxes de Mea Shearim qui n'ont même pas, je me souviens, moi c'était il y a plus de 10 ans, j'étais passé à l'époque par Géoula, il y avait des patchkevilim, c'était des affiches sur lesquelles il y avait écrit « Oine Otaboucha ». C'est évident qu'il y a ici quelque part une différence d'approche entre le rabbinat, le rabbinat de l'État et les autres rabbinats qui sont autour. Je suis obligée de vous interrompre, ça va à toute vitesse cette émission. Valérie Stessin, rabbin de différentes tendances qu'il y a à l'intérieur de l'orthodoxie, du rabbinat, de l'ultra-orthodoxie, qui font que ce n'est pas un groupe monolithe, même si quelquefois il y a une tendance, peut-être, comme vous le dites, quand on reconnaît ensemble le même ennemi, comme vous l'avez dit, tous les mouvements maintenant orthodoxes se joignent contre la Cour suprême, contre les mouvements plus libéraux, plus ouverts et plus modernistes. Alors là, peut-être quand on a un ennemi en commun, c'est plus facile d'être ensemble, mais je crois que vous connaissez comme moi différentes initiatives qui sont venues, qui ont été acceptées par certaines parties du monde orthodoxe, comme la Cour de conversion nationale, ce groupe qui était pour moi un petit peu l'étang messianique, les différents mouvements qui travaillaient ensemble avec des rabbins des différents mouvements qui justement s'occupaient des conversions et à l'intérieur de l'armée et pour d'autres personnes qui n'étaient pas pendant leur service militaire. Mais cette cour des conversions a dû arrêter parce qu'à l'intérieur du monde orthodoxe, il y avait des gens qui trouvaient que ce n'était pas suffisant, même si il y avait des rabbins orthodoxes qui en faisaient partie, qui étaient reconnus, le rabbin Druckmann et d'autres, qui étaient tout à fait respectés, mais leur conversion a été annulée rétroactivement. Alors, parce que il y avait Jonathan, Alexandre, pardon, je voudrais vous entendre sur ce point parce que vous êtes converti orthodoxes qui ne les acceptaient pas. Si vous me permettez, je voudrais juste une chose. Je pense que ce qui est très important pour les mouvements, que ce soit le mouvement Massorati ou le mouvement Réformé, c'est une approche de base de qu'est-ce que c'est que la conversion et quelle doit être la façon dont on reçoit Alors justement, pardon, Jonathan Alexandre, sur ce point, vous êtes converti orthodoxe, on le rappelle, mais vous suivez de près tout ça, ça vous passionne, je sais aussi, je crois, intellectuellement. Je vous écoute. En fait, pour dire, d'abord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendances dans le judaïsme orthodoxe aussi, bien sûr. J'ai des amis Haredim qui habitent à Bet Vagan, et ils m'ont dit, si tu viens habiter chez nous, il faudra qu'on vérifie ta conversion, parce qu'en fait, la rabbanout harachit, ce n'est pas suffisant pour eux. Donc, il faut vraiment... D'accord. Ça, on est bien d'accord. Je crois que dans la Gemara, dans Eruvin 13b, il est aussi marqué Elou ve'elou devarim elokim chaim. Donc en fait, le judaïsme a toujours été fait de centaines de tendances différentes, et pour moi, c'est un de ses charmes. En fait, moi, j'adore ces discussions qu'on peut avoir à Shabbat avec les uns et les autres, etc. Donc ça, c'est une chose que j'aime beaucoup.
Et donc, Mais là, on n'est pas dans une discussion zen, quoi. Là, c'est assez violent, ce débat-là, ici en Israël. Oui, tout à fait. Par exemple, si demain, moi je suis célibataire pour l'instant, si demain, donc, je tombe amoureux, on va dire, de quelqu'un qui n'est pas donc dans le judaïsme orthodoxe, c'est clair que je vais avoir des soucis. Ça, Pas du tout, pas du tout. Si vous avez été... Dans certains cas, je connais le cas d'une dame, par exemple, qui s'est convertie à 20 ans à la Rabbanout Harashi. Sa fille, en fait, donc, a voulu se marier. Ils ont demandé à la mère de venir. La mère n'avait pas respecté, elle n'était plus vraiment Shomer Shabbat comme elle était auparavant. Et ils ont annulé la conversion 20 ans après, ce qui, je crois, n'est pas halachique. Je suis d'accord avec vous qu'il y a parfois des débordements qu'il faut essayer de recadrer. On est d'accord là-dessus. Encore une fois, l'autorité de la Rabbanout Harashit, elle est reconnue formellement ou informellement aujourd'hui par tout le monde, mais... Pardon. Formellement ou informellement, c'est vrai qu'il y a eu... Tout le monde, hein. Mais qui c'est tout le monde? Non, par tout le monde. Vous avez raison, par tout le monde. Attendez, Madame Valérie, je parle par rapport à ce qu'a dit Monsieur Jonathan. C'est vrai que directement ou indirectement, sur le kéchet, sur cet éventail d'approches depuis les ultra-orthodoxes jusqu'à les datim, les oumiyim, eh bien, les sionistes religieux, tout le monde est plus ou moins d'accord. Ça, ce sont des cas, ce que vous rappelez ici, qu'on a annulés rétroactivement. C'est vrai qu'il y a eu des cas comme ça, mais ce sont des cas minoritaires. Parfois, moi, je peux vous en citer parce que j'étais Dayan à Bruxelles. Attendez, je vous ai laissé parler. J'étais Dayan à Bruxelles. On a converti une vingtaine de personnes en un an, des personnes très sérieuses qui voulaient se convertir sur le plan de la halakha. Et c'est vrai qu'il y avait des rabbinim qui se sont mêlés à certaines conversions qu'il y avait à Bruxelles et qui ont annulé rétroactivement. C'était des cas extrêmes sur lesquels moi je n'étais pas d'accord, mais ils avaient leur raison d'annuler rétroactivement. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a un problème, et c'est là-dessus, c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui parler sur ce plateau. Si on ne me laisse plus parler, c'est plus possible. Donc je jette l'éponge. La judaïcité, ce n'est pas qu'un mode de vie. Vous avez parlé tout à l'heure d'un mode de vie. C'est vrai que c'est un mode de vie, mais c'est surtout une identité qui relève d'une dimension métaphysique. On ne peut pas assimiler le judaïsme, la judaïté, la judaïcité simplement à un mode de vie. Parce que là, le problème, c'est tout ce qui distingue les libéraux et les orthodoxes. C'est tout ce qui distingue. Alors, une question à ce propos. Est-ce que vous reconnaissez cette métaphysique quand elle n'est pas orthodoxe ? Si elle est dans le cadre de la halakha, je voudrais juste employer parce que c'est dommage. Et ensuite Valérie, et ensuite maintenant c'est moi qui prends les rênes de l'émission. Non, vous pouvez pas, je suis désolée. 30 secondes. Maintenant, parce que moi je vous ai laissé parler gentiment. 30 secondes. On m'a insulté, je n'ai rien dit. En 30 secondes. Elle vous a pas insulté, sinon il faudra vous couper, je suis désolée. C'est monsieur Rémy. Donc monsieur, ce qui s'est passé à l'époque de la sortie d'Égypte, eh bien il y a eu cette sortie d'Égypte qui s'est prolongé pendant 49 jours jusqu'au moment du don de la Torah. Qu'est-ce que ces deux événements, la sortie d'Égypte et le don de la Torah, viennent nous apprendre? Que quand on veut devenir juif, eh bien, il faut regarder quel a été le processus du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël lui-même est sorti de l'état de Goy, on va dire, de non-juif en sortant d'Égypte, mais il n'est pas encore devenu juif tant qu'il n'a pas reçu la Torah. Il a fallu qu'il passe par la traversée de la mer Rouge qui représente justement ce mikvé, le mikvé qui est une étape éliminatoire. Sans le mikvé, mal velotaval keilou lo mal, si quelqu'un qui a fait la conversion mais qui n'a pas fait la tvila, eh bien, il ne peut pas entrer tachat kalfei hashrina, sous les ailes de la providence. Donc, quand on parle des ailes de la providence, quand on parle de la Torah, quand on parle d'une identité juive, eh bien, il faut revenir à ce qui est écrit dans le Tanakh, dans la Torah, il y a 3000 ans, de sortir de l'état de non-juif et devenir juif en recevant la Torah. Recevoir la Torah, ça veut dire, tout bien évidemment, alors, modim la miktsat mitzvot, assez ou miktsat mitzvot assez, on sait tout à fait que quelqu'un qui habite dans un quartier non religieux, il va venir se présenter devant le Beit Din, il va accepter le judaïsme, il va retourner dans son quartier, on sait tout à fait qu'il ne va pas devenir...
Et on sait tout à fait qu'il ne va pas devenir du jour au lendemain orthodoxe. Et malgré tout, on les a quand même convertis. Et on a reconnu. Ils le savent. Vous parliez du Rav Druckmann, Ibadel Chaim Arukim. Madame Valérie, excusez-moi, vous parliez du Rav Druckmann, Ibadel Chaim Arukim. Il a fait tout en sorte, il a mis tout en place pour essayer justement de faciliter ces conversions, pour essayer de ramener un maximum de personnes qui sont Zera Israël, je suis désolée, on va pas s'entendre qui ont un père ou un grand-père qui était juif et qui avait quelque part un problème d'identité. Moi, je donne des cours à des convertis. Ils avaient un problème d'identité parce qu'ils s'identifiaient à leur père. On leur a toujours dit pendant des années, ah oui, toi tu es un juif. Et quand ils sont arrivés en Israël ou quand ils ont voulu se marier, on leur a dit, mais monsieur, vous n'êtes pas juif. Alors le type, le pauvre, il se dit, alors je suis juif ou je suis pas juif. Mais alors je voudrais savoir, quand je suis avec les non-juifs, on me dit, tu es un juif. Quand je suis avec les juifs, on me dit, tu es pas juif. Il y a 20 sujets, il y a 20 sujets là-dedans. Mais non, mais c'est pour ça que on vous réinvitera parce qu'il y a plein de sujets. C'est pour ça que je voudrais terminer avec ça et dire. Vraiment, si c'est pour participer à l'émission sans pouvoir parler. Mais vous avez parlé pendant 10 minutes, j'ai pas dit un mot. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis vraiment pas là pour. Allez-y, on vous écoute. Si on veut revenir à une image biblique, alors je voudrais revenir à l'image de Ruth et à la façon dont Ruth s'est jointe à l'exemple d'une conversion d'un autre style et pas de celle qu'on voit maintenant. Je pense que le problème est un problème à la base d'ouverture par rapport à un sectarisme. Et l'ouverture qu'il y a dans les mouvements libéraux, que ce soit le mouvement réformé, Masorati, ou chez certains orthodoxes qui sont dans une attitude plus ouverte, une approche plus ouverte et plus moderniste, c'est ça qui est à la base. Pour moi, des gens qui veulent se convertir et qui veulent se convertir avec toute l'honnêteté et la volonté d'être adopté par le peuple juif et d'adopter et un mode de vie et une vie spirituelle et toute une tradition, toute une culture qui est une culture juive et adopter une identité qui est différente, pour moi, sont des gens qui ont une étincelle juive quelque part. Et moi, ce que je veux, c'est les recevoir à bras ouverts. Alors, ça ne veut pas dire les recevoir automatiquement, ça ne veut pas dire les convertir comme ça en 2 jours. Ça veut dire que oui, il y a un processus d'étude, il y a un processus d'acceptation de la vie juive. Madame, je suis désolée, on va couper les micros. Amer Ami Velokai Chelokai. Amer Ami Merci. Velokai Chelokai, ça veut dire ton Dieu, mon Dieu, ça veut dire qu'on accepte tout. Merci à tous les 4. Rav Seror, je suis désolée. Qui contredit exactement ce que vous dites. Amer Ami, ça je suis d'accord avec vous. Amer Ami, il faut aller à l'armée, il faut servir l'État d'Israël, il faut être patriote. Velokai Chelokai, mais vous ne pouvez pas couper. Allez, on fera un numéro 2. Amer Ami, Velokai Chelokai. Merci Madame Valérie. Il veut avoir les derniers mots. On fera un numéro 2. Merci beaucoup à tous les 4. Je suis désolée, voilà, on a débordé, mais c'était passionnant. Rav Seror, on vous a beaucoup entendu. À bientôt. Merci, bye bye. Merci à tous.